Alors, Alexandre, dis-nous tout ce qu'on doit savoir sur ce petit miracle, la petite Claire Bell, 3 ans, après 4 jours de disparition, qui a finalement été retrouvée saine et sauve dans le secteur de Saint-Albert, en Ontario. Oui, puis c'est surtout le Saint-Albert qui va retenir l'attention parce que c'est loin pas mal de La Salle, le point de départ d'origine dimanche vers 9h45, alors que la petite Claire Bell quitte avec sa maman leur domicile. Je rappelle, passe par une sortie de secours, pas devant des caméras de surveillance, évite également d'amener avec eux des appareils électroniques qui pourraient les permettre de les géolocaliser. Et là, par la suite, à 15h environ, la mère qui apparaît nu-pied dans le secteur, à ce moment-là, de Coteau-du-Lac, semble confuse, dit qu'elle a perdu son enfant. Ça déclenche des recherches. Jamais une alerte Amber. Cependant, on n'a jamais pensé du côté des enquêteurs qu'elle avait été kidnappée ou enlevée. Et ça, donc, parenthèse par rapport à ça, parce que vous êtes plusieurs à vous poser la question, puis moi aussi, je me la pose. Ce qu'on nous dit du côté des autorités, c'est que, ça répondait pas aux critères. Oui. On peut-tu changer les critères de l'alerte Amber? Je veux dire, non, mais est-ce qu'il y a moyen, dans le cas de disparition d'enfants, peu importe, là, est-ce que ça répond aux critères actuels? Puis je pense que le cas de la petite Claire peut nous amener à réfléchir là-dessus. Si on avait déclenché, par exemple, dimanche, une alerte Amber là-dessus, pour dire... Regardez, là, il y a cette petite fille-là qui est disparue, peu importe le contexte. Regardez sa photo, regardez le char, Bon, est-ce qu'il y a des gens... Puis ça, tu reçois ça, des fois, à des kilomètres à la ronde. Alors, est-ce que les gens dans le secteur de Saint-Albert, là, que ce soit parce qu'il y a plusieurs fermes en bordure de la 417 dans ce secteur-là, est-ce que ça aurait peut-être pu éveiller les consciences plus vite? Je pense que ce débat-là, on n'aura pas le choix de l'avoir. Non, effectivement, il y a toutes sortes de questions qui se posent à chaque fois, puis il y a toujours également le moment déplorable où il y a des personnes qui reçoivent des alertes Amber puis qui se plaignent de la chose. Là. Surtout quand c'est en plein milieu de la nuit, là, tout le monde, le lendemain matin, fait des publications sur les réseaux sociaux. On peut-tu, s'il vous plaît, on cherche un enfant, oui, quand même? Il y a une vie d'enfant en danger. C'est ça, exactement. Le sommeil, ça se rattrape. Là. Exactement. Puis c'est des débats qui restent d'y avoir, là, en plus de tout le déploiement, parce que là, ça a été 3 jours de recherche intensive. Là, on parle de 250 policiers qui ont été mobilisés, et du côté de la SQ, et du côté de la province provinciale de l'Ontario. Et là, escouade canine, hélicoptère, VTT, plus les jours de recherche avançaient, et moins on avait d'espoir de retrouver la jeune Claire Bell vivante. Et c'est tout ce temps-là, la mère qui est interrogée jusqu'à ce qu'on porte des accusations même d'abandon d'enfants là, au terme de la première nuit d'interrogatoire. Elle qui semblait, là, selon les dires des policiers, super volubile, disait beaucoup de choses, mais pour peu dire, évoque toutes sortes de détails et les enquêteurs l'ont talonné jusqu'à ce qu'elle se mette à parler. Hier, en journée, détail étrange, une fermière mystérieuse qui se trouverait, on dit, près de l'Ontario ou à la frontière, le Montérégie-Ouest. Parle d'une fermière qui parlait les 2 langues avec un tablier écrit abondance dessus, abundance en anglais. Et là, c'est un détail que les policiers ont cru assez crédible, malgré tout ce qui semblait confus du côté de la mère, et décident d'aller sur le terrain, parle de cette description-là. Selon les informations qu'on a, la fermière en question se serait identifiée et aurait mentionné aux policiers de la police provinciale de l'Ontario avoir vu la mère et l'enfant, justement. Les policiers déploient un drone à ce moment-là, à quelques centaines de mètres à peine. La jeune fillette est dans un fossé, consciente au bout de 3 jours. On se rappelle, vous avez vu la température dans les derniers jours, Marianne en parle à chaque fois qu'on a un bulletin. Il faisait chaud, un soleil de plomb. Et comment elle a fait pour survivre jusqu'ici? Ça, c'est la grande question qu'on a tous en tête. Sincèrement, comment elle a fait pour survivre jusqu'ici? Est-ce que quelqu'un lui a d'une quelconque façon prêté assistance, ça aussi, mais... C'est la théorie de Gilles Chamberlain à qui on a parlé dans les derniers jours. Mais là-dessus, moi, je me questionne par rapport à la phrase qu'elle a dit aux policiers. Je vous rappelle ces mots. « Maman m'a dit d'attendre. » Oui. Alors là, ce qui me laisse peut-être croire que ça faisait effectivement 3-4 jours qu'elle était à cet endroit-là. Alors, vraiment, actuellement, elle est au centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, le CHIO, a subi des examens. Mais on s'entend que là, on rentre dans la partie très importante de l'enquête. Là, c'est la phase 2. Là.
va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel est le rôle exactement de la mère là-dedans. Puis évidemment, on se comprend, il y a un drapeau tout de suite qui se lève concernant la non-responsabilité criminelle. Est-ce que c'est ce qu'on va plaider du côté de la mère? Là, on dirait qu'on a un cas classique là, d'une femme qui, si elle n'était pas en psychose, évidemment, là, je ne peux pas émettre de diagnostic, je ne suis pas un professionnel, mais on voit clairement qu'il y avait un épisode là, où la mémoire de cette femme-là faisait défaut. Elle arrive nu-pied dans un commerce et confuse. Ouais, de la difficulté à se rappeler des événements, de où son enfant est allé. Il se rappelle au bout de quelques jours qu'il y avait une fermière finalement. Non, tout est étrange dans cette histoire-là. Évidemment, quand on parle de survie, aussi, un corps humain, même pour un enfant, ça peut survivre là, sans nourriture. On parle de presque 5 jours. Il faut rester hydraté. Rester hydraté. C'est l'hydratation, effectivement, qui revient dans l'équation. On a vu les photos là, de la fillette assise dans le véhicule de police où les policiers, les agents lui ont donné des mangues là, pour se nourrir à ce moment-là. Elle a les lèvres toutes gercées. Là. Évidemment, semblait déshydratée, mais toujours consciente. Est-ce qu'elle a pu s'abreuver d'une manière quelconque, quelque part? C'est tellement de questions, puis on attend les réponses à celle-là. Et quand je vous parle de techniques d'enquête aussi, il y aura... Les policiers vont sûrement tenter de faire parler la petite Claire, mais de quelle façon ça se fera? Quel sera le récit? Il y a eu le père aussi de Claire Bell qui a publié sur ses réseaux sociaux sa réaction, a tenu à remercier tout le monde pour les efforts qui ont mené à la découverte de sa fille finalement. François Legault est sorti aussi en point de presse, parle d'un miracle. C'est presque un miracle de l'avoir retrouvée. A tenu à remercier la Sûreté du Québec puis les policiers aussi de l'Ontario. Puis ça, moi, il y a une scène aussi qui m'a marqué, c'est les policiers là, qui s'entrelaçaient. Là. Ouais. Ça, là, des fois, là, on est dur envers nos policiers puis policières. Est-ce qu'on peut prendre le temps juste de leur dire un gros merci? Puis les bénévoles aussi, on va vous en présenter également des témoignages aujourd'hui. Et là, on verra bien. Rachel Ella Todd, 34 ans, donc la mère. Elle était de retour en cour hier à Salaberry de Valleyfield au palais de justice, toujours accusée d'abandon d'enfants. Est-ce qu'il y aura évolution dans les accusations? Elle est détenue et doit revenir en cour demain, donc vendredi. Autre situation, ça avait marqué les esprits également, le drame d'Amqui. L'accusé, Alexandre, prétend maintenant qu'il s'agit d'un accident. Oui, faites pas le saut là, à la maison en entendant tout ça, là, comme plusieurs ont pu le faire, là, parce que oui, le drame d'Amqui, 13 mars 2023, je rappelle, plusieurs personnes, 3 personnes décédées, d'autres blessés graves qui ont encore des séquelles après que Steve Gagnon décide de passer à l'action, prend son véhicule, embarque sur les trottoirs, sur l'avenue principale et fauche là, plusieurs groupes de personnes, dont des aînés, dont des enfants, même un bébé en poussette. Mais là maintenant, changement de stratégie du côté de la défense. On y va pour ce qui semble être, là, en termes de football, un Hail Mary. Hein? Je vous salue Marie, la grande passe. La défense maintenant dit qu'il s'agissait d'un simple accident. Toutes les versions, puis je vous le réexplique maintenant, on dit que Steve Gagnon se serait plutôt penché du côté passager pour ramasser une capsule de cigarette électronique. Et c'est ce qui aurait fait faire un coup de volant. Bon, on précise pas nécessairement pourquoi il l'a fait à 3 reprises, mais c'est ce qui l'aurait fait pencher d'un côté pour faucher maintenant des gens sur le trottoir. Ensuite, je rappelle qu'il y avait des vidéos de Steve Gagnon avant le drame dans lequel semble être dans un état très, très erratique et explique de manière détaillée à la caméra, en se filmant lui-même, son plan d'action pour aller frapper le plus de personnes possible, entrer dans des cours d'école à Amqui, faucher des enfants dans les cours d'école, pour ensuite aller se rendre au poste de police, se griller une cigarette et attendre que les policiers l'arrêtent. Et la fin de ce plan-là ressemble en tout point à ce que Steve Gagnon a fini par faire. Je rappelle également qu'il n'a pas fauché personne dans les cours d'école parce que c'était une journée pédagogique à ce moment-là, heureusement pour les enfants qui s'y trouvaient. Et là, cette théorie-là, on dit que ce serait plutôt des vidéos décousues, mais c'est pas parce que l'accusé semble confus que c'est nécessairement vrai, même s'il semble avouer directement le plan qu'il s'en va faire. On dit également que pourquoi on l'aurait vu dans une cour de polyvalente avec son véhicule stationné, il voulait aller ventiler sa frustration avec un ami, mais se serait rappelé que cet ami de l'école ne travaillait pas ce jour-là. Vous voyez que même moi, j'ai de la difficulté à vous l'expliquer là, en tentant de vous résumer leur défense. Évidemment, le ministère public et les procureurs ont appelé les jurés à faire preuve de gros bon sens. Je vais résumer ma pensée. Je comprends que tout le monde a le droit à une défense, là, mais c'est tiré par les cheveux puis pas à peu près. Là.
Fait que là, moi, si je mets à l'épreuve là, la thèse de la défense, là, donc là, il échappe quelque chose dans son véhicule, donne un coup de volant, il y a un impact, et lui, son réflexe, c'est pas d'arrêter, c'est pas de... Moi, si j'étais avocat de la couronne, là, je te démolirais cette thèse-là avec une facilité déconcertante. On verra bien la suite des procédures. Jetons notre regard maintenant sur ce qui se passe à l'international. Autre nuit de violence dans cette guerre entre Israël et l'Iran. Et pendant ce temps-là, il y a le président américain, Donald Trump, qui entretient vraiment tout un flou quant aux intentions des États-Unis, à savoir est-ce que les États-Unis vont intervenir ou non dans le conflit. Oui, puis c'est la grosse question que tout le monde se pose au moment où on vient d'échanger là, un 6e jour, 7e nuit de frappe là, entre Israël et l'Iran. Israël qui ont appelé des villages iraniens, entre autres, à évacuer, là, les villages d'Arak et de Kandab, qui se trouvent tout près là, d'une installation d'enrichissement d'uranium là, du côté des Iraniens. Donc, on a appelé la population à s'en aller avant qu'eux aillent faire des frappes. Les Iraniens ont répliqué avec des attaques de drones, des missiles hypersoniques, des missiles balistiques également sur Israël. On parle d'un hôpital qui aurait été touché là, dans la dernière heure également de ce côté-là. Donc, vraiment, la violence se poursuit puis continue de s'accroître. Pendant ce temps-là, Donald Trump et les Américains, qui, je le rappelle, ont la seule bombe qui serait capable, théoriquement, d'aller détruire le complexe principal iranien de cette supposée fabrication d'armes nucléaires, entretient un flou. Puis il semble avoir un malin plaisir également là, à l'entretenir encore et toujours devant les caméras. On peut écouter la réponse de M. Trump lorsqu'il a été pressé sur cette question. I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. And they want to negotiate. C'est hallucinant, cette déclaration-là. Il dit ça avec détachement, comme s'il parlait de « Bon, je veux-tu aller jouer au golf cet après-midi? J'irai peut-être pas, je ne sais pas. » Non, c'est pas de la pluie. C'est parce que, excuse-moi, là, mais c'est une intervention qui pourrait mener à une tout dépendant de quel bord ça va, là. Mais ça peut être explosif, cette intervention-là. Là. Ben, particulièrement venant de la bouche du président de la paix, je me sens de gros guillemets, M. Trump qui s'est présenté comme ça depuis sa campagne électorale, d'un retour des Américains au Moyen-Orient avec de l'interventionnisme militaire direct. On se comprend, ils sont déjà en train d'aider les Israéliens avec des renseignements militaires, entre autres. Là. C'est une des forces des Américains. C'est ce qu'ils faisaient, ils font encore dans une certaine mesure en Ukraine également. Mais une intervention directe sur le terrain avec des avions, des bombes, peut-être même des soldats. Il y a encore des bases américaines au Moyen-Orient. Là, on serait dans un tout autre niveau. Et est-ce que l'opinion publique américaine va suivre M. Trump s'il décide d'y aller de frappe comme celle-là? Selon les derniers rapports, entre autres, là, puis les derniers reportages du Washington Post là, ce matin, on dit que le plan serait tout prêt pour M. Trump là, de juste appuyer sur le bouton et on lance les avions, on lance les bombes, mais il attendrait que les Iraniens se ravisent. Lui a même affirmé, M. Trump, que les Iraniens auraient demandé là, une rencontre d'urgence à la Maison-Blanche, ce que les Iraniens eux-mêmes démentent. Qui dit la vérité dans cette histoire-là, c'est bien dur à dire. Chez nous, ça a été une grosse journée là, dans le dossier. Ça clique. Bon, il y a d'une part, à la commission Galland, c'était l'ex-PDG de la SAC qui témoignait. Puis il y a toujours la question de qui savait quoi à quel moment et de quelle façon le politique était mis au courant ou non. Et parallèlement à tout ça, il y a l'UPAC qui a frappé aussi, qui a perquisitionné. Comme j'ai terminé ma dernière nouvelle, qui dit vrai? Hein? C'est ce qu'on se répète. Conducteur. C'est ce qu'on se répète dans le dossier, ça clique, mais on retenait également que pendant, puis j'y reviens à ce témoignage de Denis Marcellet, l'ancien PDG de la SAC, il y avait l'UPAC qui perquisitionnait les bureaux de la SAC pendant ce temps-là. Sur Jean Lesage à Québec, on dit qu'il n'y avait pas d'arrestation de prévue pour le moment, mais qu'on allait rencontrer des témoins importants. La déclaration qu'on retient, c'est qu'ils veulent infirmer ou valider des informations concernant le projet SACLIC. Bon. On se comprend que c'était beaucoup dans une même journée, surtout que Denis Marcellet devait se débattre, lui, en expliquant une fameuse rencontre là, qui survient après juin 2022. Juin 2022, les fonds du projet SACLIC sont presque épuisés. Je rappelle qu'il y avait un budget initial de 680 millions de dollars, et là, on se rend compte que ça va en prendre 222 millions de plus qu'il faut rajouter là-dedans. Et là, le 8 juin 2022, on doit aller rencontrer du côté de M. Marcellet et de ses vice-présidents Alain Généreux, qui est l'attaché politique du ministre Bonnardel. Je rappelle que le ministre Bonnardel a toujours soutenu ne jamais avoir été mis au courant et avoir été trompé. Ce sont ses mots. Et là, Denis Marcellet va à la rencontre, amène ses vice-présidents, et là, lui dit, là, je leur en ai parlé, mais les documents qui ont été déposés dans cette rencontre-là disent le contraire.
Il ne mentionne pas le dépassement de coût. Et là, M. Marcellet, lui, affirme, ça m'a dérangé, donc je suis allé par la suite solliciter une rencontre privée avec M. Généreux pour aller lui en parler. Sauf qu'il n'y a pas de preuve papier de cette rencontre-là. Est-ce qu'il est vraiment allé le dire? Ça, il n'y a pas de preuve de cela. Je rappelle que la rencontre qui a été faite juste avant, les documents qu'ils ont remis, c'est pas ça que ça disait du tout. Alors, qui dit vrai dans cette histoire-là? C'est encore la question qu'on se pose. Ce qui a poussé le commissaire Denis Galland à dire « ça fait dur de cette situation-là ». Oui, c'est son non-verbal parlait et cette citation-là, elle est marquante, t'as entièrement raison. Marianne, il y a plusieurs personnalités qui ont été honorées à Québec par le premier ministre. Oui, parce qu'hier, 18 juin, se tenait la cérémonie annuelle de l'Ordre national du Québec. Cette année, d'ailleurs, l'Ordre célébrait son 40e anniversaire. Et c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'Ordre national du Québec? C'est la plus haute distinction décernée par l'État québécois. Donc, ce sont des médailles qui sont remises à des personnalités qui sont inspirantes, qui font rayonner le Québec. Et c'est un comparatif au pendant de l'Ordre du Canada, mais à l'échelle du Québec. Donc, c'est au Parlement de Québec que la cérémonie a eu lieu comme chaque année. Et les personnes qui sont nommées ont le privilège de se prévaloir de leur titre, chevalier, chevalière, officier, officière, puis le grade le plus élevé, c'est grand officier ou grande officière. Il y a plusieurs personnalités que vous connaissez qui ont déjà parmi ces titres-là, Jeannette Bertrand, Hubert Reeves, Leonard Cohen, Gilles Vigneault. Donc, ce sont tous des personnes en fait, ce sont tous des membres qui ont été admis à ce titre-là. Et les personnalités honorées cette année, entre autres l'ex-journaliste et écrivain Michel Jean, qu'on connaît ici, qui a travaillé ici à TVA, Roch Voisine, Serge Fiori également, et qui font désormais partie des nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. C'est François Legault qui a remis l'insigne de chevalier pour Michel Jean et Roch Voisine. Serge Fiori, lui, était absent de la cérémonie. Et il y a aussi Claude Gauthier et René Richard-Cyr qui font partie des personnalités qui ont été honorées hier à l'Assemblée. Bon, alors la prochaine fois que je vais les croiser, c'est chevalier. Voilà. Chevalier Jean. Voilà. Tu dois mettre un genou par terre. Oui, c'est ça, avec mon épée. OK, parfait, on va s'adapter. Et au sport, on va surveiller la finale de la NBA parce qu'il y a un Montréalais qui pourrait peut-être soulever le fameux trophée Larry O'Brien. Lugansdor et le Thunder de Oklahoma City là, qui pourraient l'emporter effectivement là, dès ce soir, eux qui mènent la série 4-7, 3-2. Mais les Pacers qui pourraient rebondir aussi avec leur propre Québécois Bénédicte Mathurin et pousser l'affrontement en 7e partie. Donc c'est à suivre ce soir 20h30. Et pour plus d'informations, allez sur l'application Cube et sur le site cube.ca.